Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Nestier, votre animatrice du jour de cette table ronde sur l'éco-responsabilité dans la transition numérique. Merci à tous ceux qui ont bravé les transports pour venir jusqu'à nous. Et merci aussi, je sais que vous êtes nombreux en ligne, donc on vous salue également, même si on ne vous voit pas. Alors, je suis moi-même une consultante formatrice depuis 20 ans bientôt, en qualité de vie au travail, en responsabilité sociétale des organisations et en RH. J'ai la totale en fait. Et j'avoue que je suis très heureuse de participer à ce thème, car je suis aussi membre de la fédération Sinov, qui est une fédération adhérente de la mêlée depuis pratiquement le premier jour. On a connu Diagora, on a connu toutes les rencontres de la mêlée. Et en fait, nous représentons une branche de bureaux d'études techniques, de cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseil. Et on a des gens du numérique qui sont des prestataires aussi, comme certains d'entre vous, des gens de l'ingénierie, de la construction, des gens du conseil, aussi de l'événementiel. Et on a depuis peu les traducteurs également et les coachs qui nous rejoignent. Voilà. Nous sommes 4000 sur le plan national. Alors, on a un sujet aujourd'hui à multiples facettes qui recouvre les notions d'impact environnemental, mais pas que, des activités numériques, mais aussi l'impact social qu'elles peuvent avoir, et sociétal, j'entends par là, sur la société civile et les territoires. On analysera donc ces impacts du point de vue des usagers de ces services numériques et des produits qui vont avec, mais aussi du point de vue des prestataires. Donc on aura le double regard. Et tous nos intervenants vont alterner ce double regard. Selon l'INR, le numérique responsable recouvre le Green IT, l'Institut numérique responsable a donné cette définition, pour réduire l'empreinte environnementale, à l'échelle par exemple d'une DSI, mais regroupe aussi l'IT for Green, aussi l'apport des technologies numériques au développement durable, et la conception responsable des services numériques vis-à-vis des usagers. Vous voyez, c'est un sujet très très riche. Je vais me faire un plaisir d'inviter notre première intervenante à se présenter. Bonjour à tous, merci. Donc je suis Géraldine Salvagnac, je suis chargée d'études et de projets au sein d'études et de projets ressources humaines au sein d'IMSA. IMSA, donc c'est l'informatique de la MSA, de la Mutualité Sociale Agricole. À double titre, donc on est concepteur et développeur et intégrateur également, et on est garant du système d'information des caisses de la MSA. Donc la MSA, c'est 35 caisses sur toute la France, c'est 5,4 millions de bénéficiaires, c'est 30 milliards de prestations versées par an, c'est 17 000 salariés. Voilà. Ensuite, la IMSA, donc la MSA d'abord, c'est le deuxième régime de sécurité sociale. C'est un régime de protection sociale pour les salariés et non salariés des professions agricoles. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais passer sur IMSA, c'est donc l'informatique de la Mutualité Sociale Agricole. Et donc on est 1000 salariés répartis sur tout le territoire, 20 sites sur la France. Et votre siège est à Montauban. Et le siège est à Montauban. Et vous avez eu le courage de venir de Montauban ce matin. C'était pas facile, merci. À vous. Merci à merci vous. Yannick. Voilà, j'avais un chauffeur exceptionnel. On reviendra vers vous, Géraldine, tout de suite après, pour que vous expliquiez votre démarche. C'est parfait, merci. Émeric. Eh bien, je suis Émeric Blanchin, je suis responsable de la BU Services et Formation chez Envoi Insertion et Handicap, Envoi Groupe, qui regroupe donc deux entités, une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée. Nous existons depuis 1996. Nous sommes nés de la volonté de la mairie de Toulouse et de l'aérospatiale à l'époque, Airbus aujourd'hui, pour favoriser l'insertion des jeunes diplômés issus des quartiers difficiles. En 2010, l'association a créé une première entreprise, l'entreprise d'insertion, et en 2013, l'entreprise adaptée. Nous œuvrons aujourd'hui toujours dans l'insertion à travers la remise en état de parcs informatiques. Et via l'entreprise adaptée, nous offrons des services aux entreprises, que ce soit l'infogérance ou des services support administratifs qui vont venir compléter les équipes en place côté compta, RH et autres services support au sein des entreprises. Voilà. Merci Émeric, vous allez détailler un petit peu plus après. Nelly, c'est à vous.
informatique de la région Occitanie. Donc la région Occitanie, je ne vais peut-être pas la présenter dans le détail sur son rôle, mais enfin, pour vous donner une idée, c'est 2500 agents qui travaillent sur tout le territoire, tous les départements de notre grande région, jusqu'à même 7000 agents si on compte également tous les agents qui travaillent dans les lycées pour nos lycéens. Et donc moi je travaille à l'informatique et je mène la démarche numérique responsable, mais on y reviendra plus tard. Jade. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis dirigeante associée d'une agence qui s'appelle Rose Prismer, donc spécialisée dans la communication et le numérique responsable, mais je suis plus particulièrement ici pour représenter donc l'INR, l'Institut du numérique responsable, et on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. Et elle va nous parler d'une expérience qui se fait en Nouvelle-Aquitaine. Je vous laisse la surprise. Jérémy. Bonjour à tous et enchanté, très heureux d'être là. Donc Jérémy Cotte, je suis consultant numérique responsable avec une spécialisation dans tout ce qui sera sujet autour du Green IT. Donc je travaille au sein de la société IJO, nous sommes spécialisés là-dedans et nous accompagnons donc tout type d'acteurs à avancer sur ces thématiques-là. Alors aussi bien pour faire des bilans, pour faire vraiment des états des lieux de là où les acteurs vont se situer un peu sur leurs pratiques, sur leur gestion de leur parc, au niveau de DSI surtout, et ensuite sur des actions concrètes, alors aussi bien des actions également de pilotage, mais surtout des actions techniques et aussi un gros travail de R&D derrière. Voilà. Donc on finit par notre expert technique en fait. Voilà. Si on veut. Voilà. Et donc je vous propose que Géraldine, qui est en charge nouvellement d'un poste QVT RSE en plus, qui s'est mis en place chez elle, et d'un projet numérique responsable, puisse nous dire, il y a une semaine un événement chez vous. Oui, alors tout à fait. Effectivement, on a eu la chance et l'honneur de signer une charte du numérique responsable. Notre directeur, Jacques Bouldoir, tient ce projet à cœur. Donc cette signature a eu lieu jeudi dernier. Et donc on est ravis de pouvoir lancer ce projet. Alors les contours du projet en quelques mots, Géraldine, ça couvre quoi en fait? Parce que là, je vous interroge en tant qu'usager, mais vous êtes aussi prestataire de toutes les caisses et des clients partenaires que vous nous avez cités en grande partie, mais en tant qu'usage numérique dans vos équipes. Alors, le sujet du numérique responsable, enfin de la RSSE, est porté par le service santé, prévention, qualité de vie, des conditions de travail et responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Donc, c'est un sujet porté par ce service, mais qui est sponsorisé par le service innovation, dont le directeur est Yannick Puget. Voilà, et le service RSSE, dont la directrice est Claire Mallory, directrice des services support. Donc, au niveau de ce sujet, alors bien sûr, ça a été signé, ça veut dire que c'est le début de grands travaux. Un groupe de travail va être monté pour pouvoir solliciter tous les acteurs qui sont concernés par ce sujet au sein de l'entreprise. Donc, ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'on va vers une labellisation, c'est l'objectif, une labellisation de premier niveau. On est en train de faire un autodiagnostic et donc ça va démarrer. On est dedans. Bon, on a commencé quand même des projets depuis le début de l'année. Hein, j'enchaîne du coup. Des projets où on a pu faire bénéficier des associations de dons de matériel informatique. Ça a été mené en début d'année. On a également allongé la durée d'amortissement de notre parc informatique. Donc, c'est passé de 3 ans à 5 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une campagne d'idées au mois de mars où on a sollicité les salariés sur le sujet environnemental, notre impact environnemental. Et donc, un des sujets qui a été retenu, c'est l'arrêt des serveurs une partie de la nuit, une partie des serveurs, une partie de la nuit. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place aussi. Je crois que vous avez reçu 49 propositions de vos salariés. 49 propositions, donc ça a été difficile de faire des choix. Après, des propositions se regroupaient beaucoup au niveau de l'électricité. Ils proposaient beaucoup de sujets pour faire des économies d'électricité. Et c'est pas Versailles ici, on en entend parler. Et voilà, on essaie de l'appliquer également. Et je crois que vous avez un projet de faire une fresque numérique aussi. Alors, actuellement, c'est la semaine du développement durable, tout le monde le sait. Et dans ce cadre-là, on a organisé pas mal d'animations
au sein d'IMSA et surtout toute la France. Et aujourd'hui, même à l'heure qu'il est, de 9h à midi, on a une fresque du numérique qui est en train de se dérouler pour les salariés qui sont intéressés, qui sont inscrits. Donc on a 4 événements comme ça qui sont répertoriés. On a fait la fresque du climat, il y a 2 événements, et 2 événements sur la fresque du numérique. Bien, très bien, c'est déjà... Alors, juste une petite curiosité, mais on a Nelly, je crois, qui est sur le même label. Vous allez préparer quel label exactement ? Le label NR. Voilà, le numérique responsable, qui en fait était une fusion depuis 2021, je crois, du référentiel de l'INR, de France IT et de Lucie. Voilà. C'était au moins pour vous dire qu'est-ce que ce label. Ben, merci beaucoup Géraldine. On reviendra tous ensemble à la fin pour un mot de la fin de l'expérience que vous retenez en un mot-clé ou quelques mots-clés. Émeric, vous êtes presque un fournisseur potentiel de Géraldine en fait, ou peut-être un bénéficiaire puisqu'elle fait aussi des dons de matériel. Comment vous abordez tout cela donc dans votre métier à vous ? Alors dans notre métier à nous, c'est justement grâce à des initiatives comme celle de l'IMSA que l'on va pouvoir exister davantage et offrir plus de services encore à nos bénéficiaires, à nous en fait. Récupérer les parcs informatiques qui ont jusqu'à 5 ans maintenant, qui de plus en plus d'entreprises vont vers cette durée d'amortissement. Néanmoins, au bout de 5 ans, les matériels qu'achètent les entreprises sont de grande qualité et au bout de 5 ans, ils sont toujours fonctionnels pour des besoins bureautiques standards. Et il n'est pas logique aujourd'hui de jeter ces matériels ou de les mettre au rebut pour des raisons bêtement économiques finalement. Donc on va les récupérer. On va les remettre en état, on va les blanchir, c'est-à-dire effacer toutes les données qu'ils contiennent de l'entreprise, s'assurer qu'ils sont vierges de toute information et les remettre en circulation. Comment ? Alors, soit par notre boutique historique qui existe depuis le début de notre entreprise à destination des particuliers et des professionnels auto-entrepreneurs, je dirais, mais également via une offre de service toute nouvelle qu'on vient d'imaginer parce qu'on s'est dit que c'était un besoin d'accompagnement des entreprises aujourd'hui qui était de pouvoir leur assurer que le matériel reconditionné était viable. Et on s'est dit qu'on allait faire une offre de location avec un support qui va permettre à ces entreprises d'acquérir du matériel reconditionné via la location, avec une solution de maintenance où on va pouvoir remplacer la machine si jamais il y avait le moindre défaut. On s'est aperçu, nous-mêmes, nous utilisons notre matériel. Nous avons des machines qui ont aujourd'hui plus de 10 ans dans notre parc et qui rendent toujours le service attendu. Vous allez être le Vélib de l'ordinateur, alors c'est extraordinaire. J'espère bien. Et votre population que vous soutenez dans ces prestations, pouvez-vous nous les décrire un peu plus ? Les populations, elles sont très larges. On va de la personne qui aura un niveau de vie très précaire aux grandes entreprises qui ont besoin aujourd'hui de matériel informatique. Et vous m'avez parlé aussi de jeunes diplômés qui sont dans des quartiers difficiles et qui sont diplômés. C'est la raison historique de l'entreprise qui a été créée au départ par une association, mais qui s'est transformée au fil des années en une entreprise, une société. Nous avions au départ la vocation d'aider les jeunes diplômés issus des quartiers difficiles, mais nous avons élargi ce spectre à toute personne qui avait besoin d'un support pour l'insertion professionnelle. Des personnes qui ont eu des accidents de vie, qui se sont éloignées de l'emploi pour diverses raisons. Notre raison d'être aujourd'hui, c'est de les accompagner via nos conseillères en insertion professionnelle, via notre structure bienveillante, pour accompagner ces personnes vers une sortie positive. Nous avons aujourd'hui un turnover de 80% en sortie positive. Les gens rentrent chez nous, font leur parcours de 1, 2, voire 3 ans, si besoin, et à l'issue, il y a eu un accompagnement professionnel qui a été fait, on a un projet de vie et de sortie de notre structure, et on les pousse gentiment, mais avec un accompagnement vers l'extérieur, vers le monde ordinaire, comme on aime à l'appeler. Ce qui me permet de rebondir sur le terme éco-responsabilité de notre thème, parce qu'en fait, ce n'est pas que l'aspect environnemental, vous l'avez compris, il y a l'aspect aussi social et sociétal, et d'ailleurs, le type d'entreprise ou d'organisation que vous représentez est
fait, je dirais, assez fondamental aussi de la richesse de notre territoire. Et c'est pour ça qu'à votre gauche se situe aussi Nelly, mais on pourra revenir sur vous après, Émeric, si vous avez d'autres choses à dire, qui représente notre territoire Occitanie. Oui, alors en effet, la région Occitanie, à travers le Pacte Vert, qui est son engagement politique, s'engage à accélérer la transition écologique vers un modèle plus juste et plus solidaire. Et donc, c'est en effet une opportunité pour les territoires. Nous, les services administratifs de la région, on s'inscrit dans cet engagement pour mener un numérique responsable, en effet, plus juste, dans un cadre d'exemplarité régionale. Donc la région Occitanie, dans ce que nous avons fait, au-delà de l'allongement de la durée de vie de nos équipements, la sensibilisation des équipes est également très très importante, puisqu'on va avoir des changements de pratiques assez importants pour rationaliser, pour mutualiser. Aussi, la gestion d'un parc beaucoup plus frugal donne à des effets de bord. Par exemple, si on a un historique avec deux collectivités qui ont fusionné, donc on avait un parc double sur l'applicatif, eh bien, une application, ça utilise de l'espace de stockage, ça utilise des serveurs qui consomment de l'électricité, qui sont rafraîchis. Et donc, il faut vraiment veiller à avoir une frugalité dans la gestion de notre parc, y compris applicatif. Et vous m'aviez parlé du pacte vert de la région. Ça s'inscrit effectivement dans ce projet-là. C'est ça, c'est nous qui nous inscrivons dans le projet, dans le pacte vert de la région Occitanie. Mais ça allait au-delà, puisqu'il y avait aussi la préservation des bassins d'emploi, des activités économiques historiques, comme les activités agricoles, développement des métiers verts aussi, un aspect éducatif, éducation, enseignement, logement durable, mobilité douce. Donc vous inscrivez dans tout ça. On s'inscrit et pour pouvoir le faire, on doit travailler sur notre politique d'achat responsable pour pouvoir allotir de manière à ce que les entreprises plus locales puissent répondre à nos appels d'offres sur des sujets autour du numérique responsable. Donc vous allez être un peu porteur en la matière, y compris dans les marchés publics, avec, vous le disiez, des allotissements spécifiques à la sobriété. Et du coup, ça va peut-être encourager les gens de la salle, s'ils répondent à vos appels d'offres, à être eux-mêmes dans cette démarche, en fait. Parce que vous savez, ça existe depuis 2009, à travers la sortie de la norme ISO 26000. La démarche responsable globale, on va dire, et pas que numérique, bien sûr. Mais, donc, ça a mis du temps à émerger, en fait. Oui. Et vous donnez l'exemplarité par définition. C'est ce qu'on essaye de faire. Pour vous donner un exemple, ce que ça peut amener, on avait des marchés opérateurs pour la région Occitanie. On a un peu changé notre manière de travailler avec les opérateurs, puisqu'auparavant, quand on achetait les smartphones, c'était lié à l'abonnement sur la téléphonie mobile, c'était lié à l'abonnement. Donc ça induisait de changer régulièrement de smartphone finalement. Donc le dernier marché opérateur, on a alloti différemment en séparant finalement l'acquisition de l'abonnement de l'acquisition du smartphone en lui-même. Donc on s'affranchit de l'opérateur sur le smartphone, donc du coup il peut utiliser des cartes SIM différentes, donc c'est un premier point déjà. Et puis aussi ça permet d'adresser des partenaires qui peuvent réparer, allonger la durée de vie de notre smartphone à partir de plusieurs smartphones, récupérer pièces détachées, etc. Voilà, donc c'est en effet au départ un point de politique d'achat qui nous a permis d'aller jusque-là. Alors vous aussi, vous visez le même label que Géraldine de l'IMSA, vous visez le label LNR, mais vous êtes un peu plus ambitieuse puisque vous avez avancé un peu plus. En quelque sorte, vous visez le label déjà en janvier 2023. Oui, nous c'est le label niveau 2 que l'on envisage pour une labellisation normalement en janvier 2023 et le périmètre aussi, il embarque non seulement les services de la région, mais aussi les lycées de la région Occitanie. C'est là aussi on a une ambition particulière. En effet, belle ambition territoriale et merci Nelly, on est fiers d'appartenir à la région Occitanie dans ce cadre-là. Jade n'est pas indifférente non plus à la politique des territoires. Elle va nous expliquer comment elle travaille et elle a quelque chose à nous annoncer qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Oui, alors il y a un programme qui s'appelle le programme Ambassadeur et qui est donc porté par l'INR. Donc en effet, alors l'INR, donc l'Institut du numérique responsable, c'est un think tank qui a pour vocation à être un gros centre de ressources sur le sujet.
Donc, il est structuré un petit peu classiquement comme les think tanks. Donc, il y a différents groupes de travail qui portent certains sujets. Il a aussi pour vocation de structurer les formations sur le sujet du numérique responsable. Donc, en ce moment, il y a un gros travail sur un parcours de formation, justement, qui va d'une formation généraliste socle à des formations plus métiers et à la formation dont je vais parler. Donc, il y a cette formation ambassadeur du numérique responsable qui a pour donc, objectif de former des personnes ressources en entreprise pour faire vivre le sujet. Alors, je précise aussi que cette formation est pilotée par Infogreen Factory, des personnes qui sont aussi basées à Toulouse. Donc, on pourrait totalement le décliner en région, bien sûr. Voilà, donc comme je disais, donc la Nouvelle-Aquitaine était pilote et de nouveaux pilotes puisqu'ils reconduisent en fait, il y a une deuxième promotion de futurs ambassadeurs qui est prévue là à partir, je crois, de février 2023. Donc comment elle s'organise cette formation ? D'une part, alors elle a 3 objectifs. Elle a d'une part de donner un très haut niveau de connaissance sur ce sujet assez vaste du numérique responsable, puisque comme vous l'avez dit, ça va au-delà des questions on va dire, d'impact environnementaux. Il y a aussi tous les aspects sociaux et sociétaux. Ça a aussi pour vocation de donner un cadre méthodologique, notamment justement des cadres qui sont comme par exemple celui du label NR ou de l'ISO 26000, donc d'avoir un vrai cadre méthodologique pour justement transformer les stratégies des organisations et les décliner en plan d'action. Donc, très clairement, dans cette formation, les stagiaires auront à créer un schéma directeur, d'accord, pour donner, par exemple, la feuille de route à 3 ans, enfin voilà, et la décliner très concrètement en plan d'action derrière. Et le dernier objectif, c'est d'outiller, je dirais, ces personnes référentes pour engager le changement. Donc pour engager cette conduite de changement au sein même des organisations. Il y a 3, on va dire, grands blocs de contenu. Il y a le premier bloc, donc comprendre, où on va avoir des modules comme justement les enjeux du numérique responsable. On va avoir également... on commençait à s'acculturer à ce qu'est un schéma directeur, comment le construire, comment le co-concevoir. On va avoir un module qui est plus lié, un bloc qui est plus lié à comment arbitrer, comment décider, donc, où on va retrouver notamment des questions de mesure, comment on fait une ACV par exemple, une analyse de cycle de vie. Et on va avoir un dernier bloc qui est agir, où on va retrouver des modules sur, on va dire très, très métier aussi, sur de l'éco-conception, de l'accessibilité numérique et sur la conduite du changement. Donc c'est une formation qui dure 7 jours, mais pas consécutive. Donc 7 jours, c'est étalé sur 4 mois, à l'issue de laquelle il y a une certification. Donc il faut présenter son fameux schéma directeur auprès d'un jury d'experts. Et quoi dire d'autre ? Le financement, oui, de cette action de formation un peu collective portée par le territoire, ça se passe comment pour les stagiaires qui s'inscrivent ? Alors là, en effet, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a financé en fait cette formation entièrement. Alors après, on passe par la voie classique, je dirais, de financement de formation. Mais... L'éligibilité au dispositif, vous triez les candidats ou il y a une limite de nombre peut-être aussi, session. Oui, alors une limite, je dirais un peu classique sur des formations. Alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est sur une dizaine de stagiaires. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a rien non plus de très figé. Mais après, c'est pour des raisons aussi de qualité de la formation. Et elle peut se dérouler en présentiel ou en distanciel. Et voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour, me semble-t-il. Oui, c'est bien. Alors, je crois que le numérique représente, vous l'avez dit sur le site là, de l'INR, représente 4% des émissions de gaz à effet de serre et sa consommation énergétique croît chaque année de 8 à 9%. Voilà. Donc, effectivement, ça commence à devenir un peu stratégique.
Merci, on reviendra peut-être sur vous. Et après, vous créez une communauté, je crois, de personnes formées après. Oui, voilà, exactement. Merci de me le rappeler. En effet, donc, dans cette formation est prévu un club ambassadeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une organisation prévue pour à nouveau animer, faire durer, on va dire, l'expérience. Et les échanges de bonnes pratiques, voilà. Parce qu'il y a vraiment aussi des actions qui sont engagées dans le sens où les ambassadeurs souvent organisent, sont très moteurs en revenant dans leur structure pour organiser des actions engageantes. Certains ont déjà organisé des événements en fait à la suite. Et donc c'est très intéressant d'avoir des retours d'expérience de chacun et ça motive voilà, les stagiaires entre eux. Voilà, et puis ça continue de faire une veille aussi sur les pratiques. Tout à fait. Donc, on fait un appel à ce que la région Occitanie se lance dans une démarche qui pourrait être intéressante dans cet ordre-là. Et en fait, nous avons aussi Jérémy, mais on pourra revenir aussi sur chacun d'entre vous, qui lui, justement, travaille avec à la fois des grands comptes et des TPE-PME, et qui, bien de là des éco-gestes, parce que là on a parlé de pas mal d'éco-gestes, en fait c'est un peu la base, lui il va rentrer un peu dans le détail justement technique de l'éco-conception, de l'analyse du cycle de vie, il va nous en parler. Alors, rentrer dans le détail, je pense qu'on en aurait pour la journée au moins. Mais concrètement, lorsque on va travailler avec des acteurs qui se posent cette problématique de comment je vais implémenter le numérique responsable, en l'occurrence le Green IT, donc le pan environnemental au sein de ma DSI, on a généralement deux cas de figure, deux grosses problématiques que l'on va rencontrer. D'abord, les acteurs qui n'arrivent pas à s'y retrouver parce qu'en fait, l'énorme problématique qu'on a sur ces sujets-là, c'est qu'on est sur quelque chose de très transversal. L'énorme difficulté du Green IT, c'est d'être expert et en data, et en cloud, et en infrastructure, et en hyperviseur, et en calcul. Voilà. Donc ça, il y a un gros problème là-dessus. Et donc le but du jeu, c'est d'aider et d'accompagner et que les acteurs puissent arriver à faire un état global et avoir cette vision un peu stratégique. Alors nous, on appelle ça l'approche top-down. Le but, c'est de faire vraiment un point sur chacun des points, chacun des secteurs, aussi bien sur la partie inventaire que bonne pratique. Parce que le Green IT, c'est ça. C'est être bon sur la gestion de ses stocks, de sa consommation, mais aussi et surtout des pratiques générées par les collaborateurs, générées par l'automatisation. Parce qu'on est dans une société où aujourd'hui on va parler de DevOps, on va parler de super outils, on a de l'intelligence à amener, on a de l'automatisation. L'autre énorme difficulté qu'on va retrouver, elle est en aval de ce premier frein, c'est la partie opérationnelle. On se retrouve avec des acteurs, alors surtout on va dire des acteurs très orientés RSE, qui ont eu le mérite donc, de faire cette initiative-là. C'est super, c'est génial. Ils ont fait l'état des lieux. Ils commencent à avoir une vue plus ou moins détaillée, mais ça c'est le jeu. On avance par itération et ont des difficultés pour se dire après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai identifié un peu mes forts vecteurs d'émissions en termes d'empreinte carbone. Je sais un peu sur quel sujet je vais travailler. Le problème, c'est qu'en fait, il manque de lien entre ces acteurs-là et la partie opérationnelle. Et ça, j'insiste là-dessus, le but du jeu, c'est vraiment de travailler en équipe. Ce mot, je le sors tout le temps, il est très très important. Nous devons, si nous voulons avancer tous ensemble sur ces sujets-là, travailler en équipe. Personne ne peut se prétendre expert du Green IT dans toute sa globalité, c'est ce que je disais, c'est impossible. Le but du jeu, c'est d'aller fédérer là-dessus, d'aller prendre des personnes expertes sur chacun de leurs domaines, et pas forcément des personnes qui ont la culture Green IT. Il vous faut des personnes qui se sentent motivées par le sujet, bien sûr, mais surtout des experts dans leur domaine à eux. Il nous faut un expert stockage, il nous faut un expert calcul, un expert gestion de projet. Et le but du jeu, il va être de travailler avec ces gens-là pour aller traduire les objectifs que l'on se fixe, avec l'identification des freins, des difficultés, les enjeux, vers le côté opérationnel, sur le terrain. Comment concrètement on va définir les KPI, comment concrètement on met en place les actions, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en lien avec le contexte que l'on va avoir. Et ça, c'est très très important. Vous liez effectivement toutes les personnes entre elles par cette transversalité. Donc, par exemple, l'exemple du stockage des données, je suppose qu'on va traiter aussi de la protection des données personnelles, on va traiter de la sécurité de ces données, donc à la fois interne et externe vis-à-vis de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc finalement, c'est un sujet qui a plusieurs passerelles. Exactement. Alors là, je vais prendre une grosse parenthèse.
mais surtout sur l'histoire de la région. On parle d'éco-responsabilité aujourd'hui, surtout dans la région Occitanie. Mais l'éco-responsabilité et l'Occitanie, c'est une longue histoire d'amour. Et c'est pas tout neuf, c'est pas tout récent. Et c'est pas en lien avec le numérique. On a eu 2 événements, 2 facteurs importants qui ont contribué à implémenter l'éco-responsabilité au sein de notre région. D'abord, c'est le côté agricole. Nous sommes une terre aéronautique, mais avant d'être une terre aéronautique, nous sommes surtout une terre agricole. Cette terre agricole est organisée autour d'un pôle de compétitivité, le pôle Agri-Sud-Ouest Innovation, présidé par M. Cédric Cabane, qui a fait le choix, depuis un certain temps, d'implémenter cette notion d'éco-responsabilité. Parce que l'agronomie, l'agriculture s'est retrouvée confrontée à ces problématiques-là il y a bien longtemps. Ensuite, on a notre patrimoine. Et là, on a un sinistre, on a un désastre, on a une catastrophe. Nous sommes une terre sinistrée à ZF. C'est dans notre patrimoine, c'est notre responsabilité d'intégrer cela. Et on a notamment tout le secteur chimique qui a dû se reconstruire sur notre région autour de nouvelles valeurs. Et ils ont fait le choix de construire toute l'activité régionale autour de la chimie verte. Et c'est comme ça que, notamment en 2015, s'est lancé un cluster, le cluster Chimie Verte Occitanie, regroupant l'ensemble des industriels de la chimie et qui œuvrent notamment sur ces thématiques-là. Et on va se retrouver avec des sujets, et c'est là où je voulais en venir, qui en fait ne sont pas forcément nouveaux et sont surtout en lien avec les sujets du numérique responsable. Acheter responsable, c'est pas nouveau, c'est pas neuf, on l'a déjà fait. Et ça a été un sujet déjà largement traité sur d'autres thématiques. Et donc, le but du jeu, il est de penser éco-responsabilité et d'avancer global. On ne peut pas restreindre l'éco-responsabilité uniquement à l'IT. Si on veut avancer sur ça, le but du jeu, c'est de prendre en compte l'ensemble des secteurs que l'on va avoir. Et c'est pour ça que, du coup, je ne suis pas étonné que cette année, la mêlée numérique, on soit sur ces sujets-là, parce que c'est notre patrimoine, on a cette construction de l'éco-responsabilité. Aujourd'hui, c'est le tour du numérique responsable, du numérique responsable de l'IT. Et le but du jeu, c'est d'aller construire pièce par pièce, au-delà des frontières de l'IT, bien entendu. Et donc, lorsque l'on construit une démarche numérique responsable, quand on va se retrouver avec des acteurs locaux, la première chose que j'ai tendance à dire, c'est « Ok, mais cette démarche, elle s'inscrit dans quoi ?» Si c'est faire du numérique responsable, pour faire du numérique responsable parce qu'au niveau de la direction, on a trouvé ça chouette de faire de la RSE. Alors, on est plus ou moins imposé, mais on a trouvé ça chouette de faire de la RSE. Ça n'a pas de sens. Si derrière, on se retrouve avec un acteur qui a un certain passif pour des raisons agronomie, chimie ou formation, par exemple, et qui inscrit l'ensemble de sa démarche sur ce registre-là, alors là, le numérique responsable a du sens. Et il doit se construire dans cette démarche-là. C'est très important pour être cohérent avec l'ensemble des acteurs. Merci. On a atteint 10 heures. On est très fort parce que d'habitude, on fait intervenir les intervenants. Des fois, ça traîne en longueur. On n'a plus d'espace pour discuter, échanger avec vous. Mais là, on va avoir un espace très, très confortable. Alors, je précise une chose. Les personnes qui sont dans la salle pourront laisser leurs coordonnées e-mail pour qu'on puisse leur envoyer les supports présentés par nos intervenants. On a fait le pari de ne pas vous annoncer de succession de slides pour que vous puissiez être attentifs au débat, à nos échanges, et on pourra vous les transmettre post-diffusion en direct. De même, pour les personnes qui sont à distance, je m'adresse à elles. On peut prévoir que vous diffusiez, vous demandiez aussi d'avoir accès à ces supports en indiquant votre email dans le chat, dans l'espace de discussion. Donc, pas de souci. Merci à tous déjà, mais on va faire un rebond, j'espère, avec les gens de la salle. J'adore, parce que Jérémy est toujours très bavard, c'est pour ça que je l'avais mis en dernier. C'était stratégique. Mais chaque intervenant pourra rebondir en fonction de vos questions. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous suggère ? Est-ce que ça vous donne envie de discuter, de poser des questions avec l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles? Allez, soyez pas timides. On va donner un micro aux personnes. Voilà. Merci, bonjour. Donc moi je suis Nicolas Delamarre, je travaille à la métropole de Toulouse. Sur le volet numérique responsable, autant sur le matériel, sur on va dire la partie hard, on sait prendre les choses correctement. Sur la partie logiciel, service, conception, c'est beaucoup plus abstrait. Je voulais savoir comment les intervenants avaient envisagé ou déjà travaillé ces sujets-là. Merci. Qui a envie de répondre ? Jade, peut-être ?
Allez, Jade et commencer Jérémy un vont se dépit répondre. du... Alors, moi, je peux répondre sur la partie service. Il y a un référentiel qui existe, le RGESN, référentiel général pour l'éco-conception de services numériques, qui est publié sur la minumeco.gouv. Donc, très clairement, c'est un référentiel qui a pour vocation de donner les grandes lignes directrices pour éco-concevoir un service numérique. Il n'est pas encore celui qui est spécifiquement, on va dire, nommé dans la loi REEN, la loi visant, enfin REEN, ça veut dire pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. On peut penser qu'il le sera dans un futur proche. La loi REEN, vous savez, elle s'est même un peu durcie ces derniers temps, puisque notamment elle impose aux communes de plus de 50 000 habitants de construire sa feuille de route, sa stratégie numérique responsable et de la publier. Je dirais un peu comme la même chose qui se passe sur l'accessibilité numérique, puisque vous représentez une métropole, donc vous êtes soumis à obligations légales, mais vous publiez votre schéma directeur sur la mise en conformité de vos services en ligne. Voilà. Pouvez-vous rappeler le référentiel, son intitulé et son origine, l'organisme qui le porte? Je n'ai pas bien compris. Alors le RGESN, c'est le RGESN. Oui, c'est la branche en fait éco-responsabilité. C'est porté par la DINUM, de la délégation interministérielle au numérique. Donc ça, c'est vraiment sur la partie éco-conception. Et je rappelle, il y a son pendant qui existe depuis un moment, le RG2A, référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité, fait partie intégrante de la loi article 47 de la loi de 2005. Je laisse la parole sur le reste. Du coup, je vais me permettre d'apporter du coup la vision que nous on va avoir là-dessus, parce que c'est des questions effectivement sur lesquelles on a été sollicité. Sur le côté évaluation de l'impact d'une application, on va avoir deux approches. Une approche que nous on a appelée statique et une approche dynamique. L'approche statique est une approche qui est peu invasive. Le but, c'est de faire un inventaire des équipements support, parce qu'en fait, le point d'entrée lorsqu'on va chercher à identifier l'impact carbone, notamment d'une application, c'est de tout ramener au support matériel. Alors, on est obligé. Support matériel et équipe, bien entendu. Là, je vais faire le focus sur le support matériel. Donc, le but, c'est déjà de faire un point sur cette application, elle est portée sur quel support matériel. Alors, on est sur une haute couche de virtualisation, et donc le but, c'est de descendre les couches, après l'application, le middleware, l'OS, l'hyperviseur et l'équipement. Et en identifiant la répartition de cette application, on va définir des clés de répartition. Et en ramenant au matériel, on sera capable de dire, voilà l'impact que l'on va avoir. En intégrant le côté serveur, et après, bien souvent, par l'analyse un peu, je dirais, du log ou de la consultation de l'application, le côté impact lié aux terminaux utilisateurs. Ça, c'est l'approche statique. On a une approche qui peut permettre d'aller un peu plus loin, qui s'appelle l'approche dynamique. Et là, on va plus rentrer en mode projet. Le but, c'est de faire des batteries de tests où on va aller simuler différents cas de scénarios. On va déployer des sondes, aussi bien sur le serveur qu'au niveau de l'alimentation de ces serveurs. Et en fonction des différents cas d'usage que l'on va réaliser, alors je vais prendre un exemple tout bête pour mieux illustrer. On veut tester une solution de visioconférence. Parce que la visioconférence, c'est à la mode, c'est top, on adore. Et donc, du coup, on va générer des tests unitaires en disant, voilà, je vais générer une visioconférence de 2, 4, 6, 8 participants, du partage d'écran, pas de partage d'écran, de l'audio, pas d'audio, ce genre de choses. On fait des tests unitaires, et donc là, on se retrouve avec des vraies valeurs expérimentales. Parce que c'est les sondes qui nous font remonter la conso électrique, et on ramène ça après à l'empreinte carbone. Et ensuite, on va ramener ces tests unitaires par rapport à l'activité générée sur l'application. Et là, c'est un gros travail d'analyse. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure des fichiers log. Donc, c'est vraiment le nombre d'utilisateurs qui se sont connectés, le nombre de visioconférences qu'on a eu l'année dernière à 2, 4, 6, 8 utilisateurs avec son partage d'écran. Et on ramène ces tests unitaires sur un volume global. Voilà, ça, c'est les deux approches à l'heure actuelle que l'on va trouver. Ça, c'est pas que nous, c'est vraiment le sujet du Green IT qui tourne là-dessus. L'une, est peu invasive. Et juste ajouter quelque chose, c'est qu'au niveau des applications, ce qui est important, donc la partie technique, mais il faut embarquer aussi la maîtrise d'ouvrage, parce qu'il faut qu'elle se re-questionne aussi sur quel est l'objectif de cette application pour avoir un besoin, pour qu'elle réponde à un besoin et seulement au besoin et pas au-delà, parce qu'on avait peut-être d'autres habitudes auparavant. Je voulais juste préciser. Oui, c'est exactement ça. Et c'est effectivement le travail que l'on fait d'identification quand on remet à l'échelle, où l'on va se permettre de critiquer un peu le besoin. Et ça, c'est très très important, parce que le besoin, c'est lui qui va générer la consommation.
aussi bien au niveau de la fabrication, parce qu'il faut beaucoup plus de serveurs, que la consommation électrique. Donc effectivement, tout à fait. Il faut bien clarifier les objectifs. Est-ce que Géraldine, elle a eu ce souci aussi de clarifier les objectifs des utilisateurs et que pour tout le monde ce soit clair et pas simplement effectivement une idée un peu flash et flashy de la direction? Alors, effectivement, nous, c'est un travail que l'on démarre. Tout le monde a conscience qu'il faut se poser les bonnes questions. Et du coup, on réunit tous les acteurs pour démarrer tout le questionnement. Donc, ça fait partie des objectifs, effectivement. Et Émeric, vos clients, faut les acculturer aussi? Oui, bien sûr. Nos PC, quand ils sortent de notre banc de formatage, ressortent avec des Windows. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est un outil qui est communément utilisé, qui est communément connu, et franchir le pas vers un système d'exploitation que l'on pourrait considérer comme plus vertueux à bien des égards pose problème encore aujourd'hui, parce qu'il y a un problème de culture. Tout simplement. Et depuis, même les enfants aujourd'hui sont encore à l'école sur des machines qui embarquent Windows. Donc il y a une culture qui est faite vraiment au plus jeune âge et qui les accompagne vers le haut. Donc on aimerait en tout cas qu'on avance sur des solutions alternatives et qu'il n'y ait pas que ce système qui soit mis en avant auprès du public en général. Mais à ouvrir la porte à d'autres possibles et à d'autres modes de fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ma belle-mère sous Linux. Elle est innovante. Et elle fonctionne très bien. Elle est innovante, votre belle-mère. Et elle fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'aller vers d'autres solutions, mais encore faut-il arriver à démontrer que c'est possible. Voilà. Merci. On laisse encore l'ouverture parce que là, on n'a fait qu'une question. On va en faire plus. Allez. Allez, lancez-vous. Voilà. Oui, bonjour. Bravo pour tout votre travail. Et j'ai une question. C'est une question un peu plus... En fait, est-ce que justement votre engagement au niveau éco-responsabilité dans le service informatique et dans le numérique, est-ce que ce ne serait pas un moyen aussi pour vous d'améliorer l'engagement des salariés? Ah, belle question. C'est un beau projet en fait en soi, c'est un projet d'entreprise en soi. Tout à fait. Alors, nous avons fait différents ateliers de travail avec nos salariés et ils sont impliqués dans la recherche de solutions numériques, mais pas que. On va vers l'éco-responsabilité de manière générale. Bon, nous sommes une entreprise labellisée RSE et nous cherchons toujours notre amélioration. Alors, bien entendu, on sollicite toutes les forces vives de l'entreprise de manière à aller chercher les idées auxquelles on n'a pas pensé, parce qu'on ne peut pas penser à tout. On n'est pas supérieurs, mais voilà, donc on sollicite chacun d'entre eux de manière à avoir des idées d'amélioration. Donc aujourd'hui, très simplement, on a rajouté des petits colliers Serflex derrière les boutons poussoirs des robinets des toilettes, de manière à limiter la consommation d'eau, tout simplement. Voilà, une petite action très simple, le petit collier Serflex, vous le serrez derrière la bague et quand vous appuyez dessus, vous réduisez la course de moitié et donc consommez beaucoup moins d'eau. Voilà, on a une petite idée toute simple qui a permis déjà de faire une grande économie au sein de l'entreprise. Voilà. On a aussi pour ambition, à terme, là, très très prochainement, de mettre en place des indicateurs. Nous avons la chance d'avoir des locaux tout neufs avec des panneaux photovoltaïques qui sont en principe dimensionnés pour avoir une autosuffisance énergétique et de pouvoir mettre en avant notre consommation au regard de la production, de notre propre production d'énergie et de voir si les efforts que nous faisons en termes d'économie d'énergie sont porteurs et sont rentables vis-à-vis de l'investissement qui a été fait dès le départ. Voilà, on a de petits indicateurs pour impliquer chacun aussi dans visualiser les efforts qui sont faits de manière collective au sein de l'entreprise et de voir à quel point ça porte ses fruits. Jade, je crois que vous vouliez dire quelque chose, mais je suppose oui, parce que les ambassadeurs sont en soi une sorte de diffuseurs viraux de la démarche, et ça va bien au-delà, je pense, du numérique, et c'est sans doute en lien aussi avec les démarches globales des structures.
Oui, voilà, je voulais juste apporter moi, mon témoignage en tant que concepteur de services numériques. J'ai plus de 10 ans de conception derrière moi. C'est vrai que des projets de services numériques qui intègrent des objectifs soit d'accessibilité, soit d'éco-conception, et maintenant les deux, l'un ne va pas sans l'autre, c'est des projets qui sont fédérateurs. C'est des projets qui sont, sur lesquels il y a beaucoup moins de turnover. Ils sont transversaux parce que c'est structurant. Ça veut dire que toute la chaîne de production d'un service numérique est impactée. Toute la chaîne de production doit connaître les bonnes pratiques en matière d'accessibilité, en matière d'éco-conception. Donc ça va de l'UX/UI, des personnes qui vont prototyper, faire le design. Ça va des développeurs, qui soient front ou back, les parties visibles ou la partie moins visible. Et ça va aussi beaucoup sur les producteurs de contenu, j'insiste, c'est l'écueil. Des personnes qui sont amenées à produire du contenu. Alors là, particulièrement sur un site web, s'ils n'ont pas intégré, s'ils n'ont pas été formés, n'ont pas intégré ces bonnes pratiques, très vite le service perd son objectif. Très vite l'accessibilité, même si on est arrivé à un bon niveau au moment de la mise en ligne, va perdre son niveau d'accessibilité, et de la même façon sur la partie sobriété. Donc c'est vraiment très transversal, et donc je rejoins juste pour faire le lien avec la question. C'est assez stimulant, ça redonne du sens. Moi j'ai aussi j'ai été pilote de projet longtemps. Ça donne aussi du sens à ces métiers qui parfois les métiers de développement technique pas toujours évident, quoi. Voilà. Nous offre magnifiquement cette transversalité, parce que je suis sûre qu'après cet épisode de cette table ronde, ils vont tous se recontacter entre eux, ça j'en suis sûre. C'est aussi ça, c'est du réseau, et puis c'est vraiment très facile pour nous, dans le cadre de la mêlée, de faire ce réseau, et c'est la vocation. Je vous laisse poser une autre question. Nous sommes à l'heure, tranquille. N'hésitez pas, je sais qu'il y a des gens de la RSE ici. Voilà, il y a de tout. Prestataires, usagers. Petites structures à se développer au niveau commercial, ça peut être des startups ou des petites TPE. Et c'est quoi les leviers, et je m'intéresse au sujet depuis quelques mois maintenant, c'est quoi les premiers leviers que l'on peut actionner justement pour avoir une démarche qui tend vers l'éco-responsabilité, en sachant que, de mes connaissances, c'est la fabrication des terminaux, il me semble, qui génère le plus de pollution numérique aujourd'hui. Je crois que c'est près de 70%. Si demain je dois conseiller un petit chef d'entreprise qui n'a pas encore acheté de matériel, ou alors qui veut se mettre dans cette démarche-là, même s'il a déjà du matériel existant, qu'est-ce qu'il doit faire objectivement, rapidement, pour générer un impact sur le sujet. Émeric, une idée? Il m'appelle. Après, Nelly rebondira. Tout simplement. Voilà, évidemment, on fera une étude avec lui de ses besoins, proprement parlé. On n'a pas la prétention de pouvoir couvrir tous les besoins de toutes les entreprises, loin s'en faut. Mais néanmoins, les besoins standards, habituels d'une entreprise, les besoins bureautiques et parfois, sous certains aspects métiers également, nous pouvons les accompagner. Voilà, nous pouvons leur fournir le matériel, nous pouvons leur fournir le service de support et de maintenance de ce matériel tout au long de la durée de vie, du cycle de vie du matériel en question. Et en plus, il pourra être renouvelé avec une gamme qui est soutenue, qui est maintenue, qui est accompagnée. Voilà, nous avons un gisement qui est phénoménal, puisque notre principal fournisseur et partenaire depuis les débuts de notre entreprise, c'est Airbus. Et donc on a la chance de pouvoir avoir du matériel qui est maintenu dans la durée. Voilà. Ils ont toujours la même gamme de matériel qui est renouvelée tous les 3 à 5 ans, et nous pouvons assurer en tout cas l'approvisionnement d'un matériel qui a été éprouvé, d'un matériel qui est professionnel. Aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, simplement, ce sont des matériels qui sont achetés entre 1200 et 1600 euros, que nous pouvons proposer après traitement et après le passage entre les mains de nos techniciens, entre 450 et 550 euros. Voilà, pour les besoins standards. Donc on a un matériel qui est professionnel, qui a certes un temps d'usage, mais qui est encore suffisamment performant pour accompagner une entreprise pour au moins
3 à 5 ans sans difficulté. Aujourd'hui, notre matériel, notre parc a à peu près une durée de vie de 10 ans. En interne. Hein. Voilà. Oui, Nelly, elle voulait peut-être rebondir sur certains aspects. Le premier levier, en effet, qui est possible, je le confirme, c'est d'acheter du matériel reconditionné, parce que ça marche et que nos utilisateurs le comprennent. Et finalement, on avait des craintes au démarrage, ça va être mal perçu, même des gens qu'on appelle les VIP, oh là là, comment ils vont réagir. Et en fait, non, la démarche, quand elle est expliquée, elle est comprise, en fait. Donc le premier levier, je dirais, c'est d'acheter peut-être reconditionné, d'allonger la durée de vie de nos équipements au maximum. Et déjà, c'est un bon début. Et les gens ne sont pas rétifs de ne pas avoir le dernier système d'exploitation, le dernier portable. On évolue là-dessus. Je me permets du coup d'apporter mon petit complément technique là-dessus. Au niveau ordinateur portable, on estime que jusqu'à à peu près 2012, les évolutions qu'on faisait d'une année sur l'autre permettaient de gagner en confort d'utilisation. Parce qu'on était limité souvent, les ordinateurs qui mettaient du temps à démarrer, qui mettaient du temps à calculer, on s'ennuyait, c'était un peu long. Depuis 2012, c'est fini. C'est-à-dire qu'on a atteint un certain niveau de puissance et de maturité pour combler un usage classique, un usage lambda d'un utilisateur. Donc ça veut dire que toutes les nouvelles versions que l'on va avoir, c'est juste de la Rolls-Royce, c'est juste du plus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des équipements qui peuvent dater de 2012 et même un peu plus vieux, et qui font pleinement leur fonction. Parce que en fait, on ne verra pas forcément une grosse différence entre, pour un usage lambda, pour un usage classique, un ordinateur de 2012 avec un ordinateur de 2022. Alors, bien sûr, on verra la différence si derrière on a des infographies, si derrière on a des énormes besoins de calcul. Mais nous tous, là, sur du travail bureautique, on n'a pas ce besoin-là. Et pas forcément l'ordinateur lui-même, c'était la mémoire vive surtout, qui était un peu juste, parce qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des nouvelles applications, il faut plus de mémoire vive. Le stockage aussi, je suis passé de 250 koctets à 1 Tera, et après ce qui a flanché, c'est pas l'ordinateur, c'est la batterie. Il faut un ordinateur portable, et je pense que c'est l'énorme problème qu'on a eu, on s'est un peu tiré une balle dans le pied là-dessus, jusqu'à, on va dire, oui, 2010-2012, un ordinateur, c'était démontable. On avait la batterie, on pouvait la démonter facilement, la changer. On avait accès, alors il fallait bricoler un peu, mais pour qui voulait se lancer, on avait accès aux barrettes de RAM, on avait accès au disque dur, donc on pouvait changer ces éléments-là. Depuis 2012, et avec l'accélération de nos moyens de consommation, et les constructeurs l'ont bien compris, ils se sont mis à faire du produit à usage unique. Moi, j'ai appelé ça comme ça. C'est-à-dire que tout était soudé. Alors, on s'est retrouvé avec des ultrabooks. C'était top. Et moi, le premier, j'ai acheté en 2012 un super ultrabook. Et je ne savais pas l'envers du décor. C'est que derrière, tout était soudé à la carte mère. Et donc, dès lors qu'un composant tombe en rade, soit on se lance vraiment dans le remplacement de la pièce, mais alors là, c'est coton, allez-y, je vous souhaite bon courage, quoi. Soit, en fait, on changeait de machine. Ils sont en train de faire marche arrière parce que, bien sûr, le sujet du numérique responsable, et ils l'ont bien compris, est en train d'évoluer là-dessus. Les gens se posent des questions, font des choix, et on va avoir aussi bien, donc, côté constructeur, des gens qui vont proposer des produits où on ne considère pas le produit comme en tant que tel, mais un assemblage de composants que l'on va pouvoir interchanger pour faire durer la durée de vie, et après de la valorisation de matériel reconditionné. Voilà. Bien vu, parce que j'étais victime moi aussi. De rajouter un petit élément, mais l'Union européenne publie tous les 3 ans la liste des métaux critiques. Donc, vu qu'on est sur le sujet, clairement, on a des problèmes d'approvisionnement. Donc, le sujet, c'était pour être en complémentarité de ce que tu dis sur le reconditionner, ça va quand même être un passage obligé. On a une conjoncture qui est plutôt favorable à la sobriété. Encore une question, on a le temps. Oui, bonjour, moi je travaille dans une petite association qui s'appelle la Rebouterie, où on forme les gens, le grand public, et c'est vrai que depuis tout à l'heure j'entends beaucoup d'actions pour le milieu de l'entreprise, mais il n'empêche que si, selon un peu les enquêtes, il y a un peu 100 millions de terminaux qui dorment dans les placards des gens, donc il y a plein d'actions à mener à ce niveau-là. Et on voulait savoir un petit peu, vous, de votre côté, quelles actions vous pensez, sont menées par vos structures pour le grand public. Voilà, ce sera un peu ça ma question.
Alors, effectivement, on en est bien conscient et nous avons mis en place, sous l'impulsion du SICOVAL, une solution qui s'appelle la boucle locale, où on cherche à collecter le matériel justement qui dort dans les placards des entreprises et des particuliers, dans la mesure où ils seront informés aussi de ce travail, pour pouvoir les amener dans nos ateliers, les reconditionner à nouveau, avoir une machine opérationnelle en sortie qui viendra combler un manque justement auprès d'associations et de personnes en situation de grande précarité, ne pouvant accéder facilement ou simplement, en tout cas, à l'outil numérique. Voilà. Donc il y a des actions qui sont en cours. Aujourd'hui, on a un partenariat qui est en train de se nouer avec des grands comptes, justement, qui ont du matériel en souffrance dans les placards. Et nous allons pouvoir en adresser une grande partie aux associations et aux particuliers en situation précaire. Voilà. Et je voulais aussi spécifier que l'IMSA était actrice de cette boucle locale et nous travaillons déjà ensemble sur ce sujet et on les remercie évidemment de leur démarche et de leur envie d'agir aussi pour l'économie sociale et solidaire et en tout cas circulaire et locale. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup pour cette précision. Actuellement, on mène une opération chez IMSA de téléphones de la deuxième chance et de la deuxième vie. Donc on collecte les téléphones de nos salariés qui dorment dans les placards. On a effectivement également un stock d'ordinateurs dans les placards aussi qui sont dans les locaux d'IMSA. Donc effectivement, on a un partenariat. Et pourquoi pas, la prochaine étape, du coup, demander aux salariés d'amener leurs ordinateurs qui ne servent pas, comme on fait pour les téléphones actuellement. C'est une excellente idée. Merci. On a 5 minutes, il nous reste 5 minutes. Je veux bien une autre question. Et après, on laissera le mot de la fin à nos intervenants sur un mot-clé. Bonjour, Thibaut Cabri, je travaille chez Enedis. On a fait le choix dans l'entreprise depuis 2 ans d'acheter nos PC pour en faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire les garder le plus longtemps possible, les réparer et à l'issue les revendre aux agents ou les donner à des associations. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans le référentiel NR, la bonne pratique, c'est la location. Donc voir un petit peu votre point de vue sur le sujet. Décidément, je parle beaucoup. C'est normal, vous êtes proche de l'usager. C'est vrai. Il n'y a pas de bon ou mauvais usage, c'est fonction des besoins de l'entreprise ou du particulier, mais en l'occurrence, vous, c'est l'entreprise. De toute façon, la démarche d'acheter du matériel neuf, elle est nécessaire aujourd'hui, parce qu'il faut bien comprendre que le matériel reconditionné n'existera que s'il y a eu du matériel neuf d'acheter. Donc on ne doit pas stigmatiser les gens qui achètent du neuf, ou bien au contraire, ils nous alimentent par la suite, donc on les remercie par avance. Néanmoins, encore une fois, c'est en fonction des besoins de l'entreprise. Et la location, c'est une solution aujourd'hui, avec le matériel reconditionné, en tout cas, a un véritable avenir, parce que ce matériel a la vocation de pouvoir être mis en service et accompagner chez les entreprises et de renouveler cette gamme de matériel tous les 2 à 3 ans selon le type de contrat qu'on choisira et d'avancer avec un matériel suivi et un remplacement en cas de panne. Donc c'est une garantie en tout cas pour l'entreprise cliente d'avoir quelque chose de suivi dans le temps. Voilà. Merci. On va arrêter là les questions. Je veux juste 1 minute à peine par intervenant pour nous dire le mot-clé qu'ils retiennent de notre séance. Merci déjà pour l'organisation de cette table ronde. Merci pour vos questions également. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on est au démarrage. C'est tout nouveau pour nous et c'est un grand chantier humain et technique. C'est un travail collaboratif et en équipe. Voilà, donc, on a du pain sur la planche et l'avenir est à nous. Merci, Émeric. Un seul mot. 2 mots. Alors, en effet, on sent effectivement, nous, professionnels du secteur, on en discutait déjà tout à l'heure en off, qu'il y a une vraie volonté des acteurs professionnels à aller vers un numérique plus responsable. Mais la grande question, c'est comment on fait. Voilà. Par où on commence et qui contacter. Donc vous avez ici un annuaire riche de professionnels qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider à faire cette transition, qui peut se faire par petits paquets, par petits quick wins, comme on dit, qui amèneront une démarche éco-responsable du numérique, en tout cas au sein de l'entreprise. Mais on sent que ça bouge et c'est très encourageant.
Merci. Et pour ma part, je retiendrai la transversalité d'une telle démarche qui permet d'adresser pas mal de sujets, la sobriété, l'accessibilité, et de faire vraiment une cohésion d'équipe et de dynamiser finalement quelque part l'équipe. Et donc je vous encourage à y aller. Jade. Et moi, je vais répondre par comment on fait. On peut déjà aussi commencer par se former. Donc, il existe pas mal de formations, comme je le disais, que ce soit généraliste, métier. Et je reparle de cette formation ambassadeur et je fais un petit ping à la région Occitanie pour la déployer plus largement. Merci. Et du coup, le mot moi, que j'apporterai, alors je me répète, mais ça c'est équipe. Parce qu'on est sur un sujet, comme on le disait, dans sa transversalité, qui nécessite de mettre en place plusieurs acteurs, chaque expert, et c'est comme ça que l'on va avancer. Voilà, ça c'est, moi je pense, l'un des points les plus importants. J'aimerais une conclusion de quelqu'un de la mêlée, parce qu'on a 1 minute. Viens Nicolas. Allez, je te prends au mot. Non, ou Clotilde. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Clotilde Maury, je suis chargée de projet numérique responsable et donc j'ai coordonné cette matinée. Je suis très contente de vous avoir sur cette table ronde. En plus, on vient d'avoir un label en vol qui est justement sur des démarches environnementales et on a intégré le numérique responsable dans notre démarche. Donc, on cherche à s'améliorer. Et pour répondre un peu à cette dernière question du public, contactez aussi la mêlée parce qu'on a ce réseau d'experts. On peut vous accompagner et donc vous mettre aussi en réseau ou vous accompagner directement collectivité, entreprise. Merci. Merci beaucoup. Qui porte très bien ce sujet.